l'entretien des patriotes. Bonjour à tous. Julien Pain, Tristan Mendès et Rudy sont embarqués dans une croisade anti-Musk. Allez, on sort le popcorn. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier tous ceux qui financent cette chaîne à l'aide de ces merci rémunérateurs et aujourd'hui sont à l'honneur. Ma très chère Anissé et Michel Nalamène, infidèles parmi les fidèles. Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien conditionnel, les pouces levés, les gentils messages, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que tous les sites de réinformation connaissent quelques turbulences, on va dire, du fait de certaines directives européennes. Il faut absolument se battre pour continuer à être informé. Et ce n'est pas facile parce que nous avons devant nous ces fameux fact-checkers. Alors, on les appelle fact-checkers ou fast-checkers, c'est-à-dire qu'ils se précipitent rapidement vers les puissants pour savoir quel est le narratif qu'il va falloir défendre. Ils sont donc prêts à toutes les compromissions et surtout ce qui est déstabilisant avec eux, c'est qu'ils osent tout. Oui, on sait très bien quels sont le genre de personnes qui osent tout. Les gens ont de tels biais idéologiques, nous dit Julien Pain, qu'ils n'arrivent pas à changer d'opinion. C'est Julien Pain qui dit cela. Celui qui a défendu le narratif Big Pharma pendant 2 ans. Et lorsqu'on lui a montré ses mensonges, il en a reconnu un ou deux, mais dans l'ensemble, il continue à attaquer ceux qui nomment les complotistes. Ce qui fait réagir évidemment les internautes. Julien Pain, vous savez, celui qui affirmait que le vaccin était efficace et qu'il n'y avait quasiment pas d'effet secondaire, estime qu'il a du mal à faire changer d'avis les gens. Quelle est donc en effet sa crédibilité à ce Julien Pain ? Vous en dotez aucune. Eh bien, réunis avec les autres fast-shakers, ils ont décidé de s'attaquer à Elon Musk et ils lancent un grand mouvement de boycott de Twitter X. Là, j'avoue qu'il fallait oser. Nous appelons dans une tribune dans l'E-Monde, nous appelons les utilisateurs de X, ex-Twitter, à engager le 27 octobre une grève du tweet, un Not Twitter Today. Un collectif lancé par Tristan Mendès France, Julien Pain et Rudy Reichstadt, spécialistes de la lutte contre la désinformation, j'aime bien spécialistes de la lutte contre la désinformation, appellent dans une tribune de l'E-Monde à ne pas utiliser pendant 24 heures la plateforme rachetée par Elon Musk afin d'en dénoncer les dérives. Ce qui m'a évidemment fait réagir, les trois petits cochons ou les barbouzes, selon votre humeur, Rudy, Julien et Tristan reprennent exactement l'argumentaire de Thierry Breton que je vous ai présenté dans mes précédents numéros. Vous savez, celui qui veut censurer la liberté d'opinion, le commissaire européen. Est-ce un hasard? Est-ce qu'ils sont en mission commandée? Oui, j'ai l'impression que la réponse est dans la question. Et puis, il faut les regarder, ces fact-checkers. On a l'impression qu'ils sont sortis tout droit d'un film de Sergio Leone. En tous les cas, ils pourraient jouer dans un remake affreux, sale et méchant. Il y a eu un casting, il y a eu quelque chose derrière. Alors on va essayer de reprendre exactement cette histoire de Thierry Breton et c'est Nicolas Dupont-Aignan qui nous en donne, qui nous résume en quelque sorte cette histoire. Nouveau scandale à la Commission européenne, Elon Musk accuse le modérateur de contenu américain NewsGuard de conseiller l'Union européenne dans sa politique de censure au nom de sa fausse lutte contre la désinformation et c'est Thierry Breton qui est évidemment lié à NewsGuard. On sait que NewsGuard est lié également à Wikipédia, ce qui a fait réagir Elon Musk dans un tweet assez amusant. Il veut changer le nom de Wikipédia dans un nouveau nom qui serait Dickipedia. Mais que cache ce calembour? Eh bien, Dick en anglais signifie phallus. Il veut donc transformer Wikipédia en Phalluspédia. Pour quelle raison? C'est une allusion directe au cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, qui a commencé sa carrière, je vous l'avais dit dans un précédent numéro, dans l'industrie pornographique. Wikipédia, en effet, est le bras armé de NewsGuard pour discréditer tous les opposants des États-Unis et notamment du Big Pharma. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les biographies d'Idrissa Berkane, d'Alexandra Ornianco ou du professeur Raoult dans Wikipédia. Leur objectif, c'est évidemment de salir ces trois résistants à l'industrie pharmaceutique. Et c'est donc NewsGuard Wikipédia qu'a choisi Thierry Breton pour museler en quelque sorte tous les opposants à l'Union européenne et aux intérêts
américains. Et comme Thierry Breton a été découvert qu'il est sur la sellette, il en appelle à ses 3 fact-checkers pour venir le défendre et pour monter une sorte de boycott des réseaux sociaux possédés par Elon Musk. Il faut aller même un peu plus loin. Vous avez des journalistes indépendants de la réinformation qui attaquent d'ailleurs NewsGuard. NewsGuard, une société qui prétend évaluer le niveau de responsabilité des médias, a donc une influence significative sur les revenus publicitaires. Et donc ces journalistes ont poursuivi l'administration Biden et NewsGuard parce qu'ils étaient gênés dans leur travail. Mais concrètement, comment fonctionne NewsGuard? Je vous expliquais qu'il y a des petites pastilles de couleur qui expliquent si votre site est fiable ou non fiable. Dès que vous vous attaquez aux intérêts américains, que vous remettez en cause la politique donc au niveau de l'Ukraine ou des pshoots du Big Pharma, vous êtes considéré comme non fiable. Donc les moteurs de recherche vont faire en sorte de vous censurer. Par exemple, sur Google, il est de plus en plus difficile, en effet, de retrouver certains sites ou certaines informations. Donc, tous ceux qui font de la réinformation se retrouvent privés de revenus publicitaires, ils se retrouvent privés d'une certaine audience et ils finissent par s'assécher et disparaître. Voilà comment fonctionne NewsGuard et Wikipédia. Et c'est donc Thierry Breton qui a choisi cette méthode pour essayer de détruire toute l'opposition de la réinformation. Et qui sont les journalistes, entre guillemets, qui viennent au secours de Thierry Breton parce qu'Elon Musk a dénoncé le scandale? Nos 3 petits cochons, Rudy, Tristan et Julien. Pour comprendre exactement qui ils sont, on peut s'appuyer sur l'excellent travail de Virginie, de Harujo Rekia. Certains sur les réseaux sociaux ont pris ce travail à leur compte en faisant croire qu'il était de leurs mains, alors que c'est ce travail de cette avocate. Je vous mets d'ailleurs le lien dans ma description pour que vous puissiez lire tout le dossier. Alors, qui est ce Rudi Reichstadt? Est-ce que c'est un journaliste d'information absolument impartial? Non, vous vous en doutez, surtout que nous en avons souvent parlé. Rudi Reichstadt a fondé Conspiracy Watch, qui est édité par l'association de l'Observatoire du conspirationnisme, dont le fondateur et directeur est Rudi Reichstadt, donc membre de la Fondation Jean Jaurès, subventionné par le parti présidentiel La République En Marche, Renaissance, depuis 2017 et conseil privilégié des grands médias. Lorsqu'on vous disait que c'était des fact-checkers, on ne se trompait pas. Si Conspiracy Watch est financé par des dons, on trouve, vous en souvenez, les fonds Marianne, un scandale inouï, et également David de Rothschild, qui est un ancien banquier et employeur d'Emmanuel Macron. Nous retrouvons bien sûr toujours les mêmes. Quant aux autres, c'est le même acabit. Tristan Mendès France anime une émission entre autres avec Rudi Reichstadt sur Radio France. Ils ont maintenant pied dans le service public et écrit également des articles pour l'Observatoire du conspirationnisme. Michel Sicurel, oncle de Tristan Mendès France, fut l'ancien président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild et siège au conseil de surveillance de Publicis, d'après le site de l'Observatoire du journalisme. Il est le petit-fils de Pierre Mendès France, ancien membre de la Fondation Jean Jaurès, lequel est subventionné par le parti présidentiel La République En Marche. Nous retrouvons toujours les mêmes financements. Ce sont donc des journalistes aux ordres subventionnés. Quant à Thomas Huchon, que nous avons au milieu de la photographie que je vous ai montré tout à l'heure, il a également collaboré avec Rudi Reichstadt et il a fondé le site Spicy. Il anime de mars 2021 à 2022 l'émission hebdomadaire Anti-complot sur LCI. Thomas est le fils de Paul Huchon, appelé aussi Jean-Paul Huchon, ancien président de la région d'Île-de-France qui a dû partir suite à des malversations. Thomas est membre de la Fondation Jean Jaurès qui est subventionné par le parti présidentiel La République En Marche Renaissance depuis 2017. Quant à Julien Pain, son épouse est membre de l'Institut Montaigne, lequel soutient Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez, j'avais fait de nombreux numéros sur cet Institut Montaigne. Il était dirigé par Laurent Bigorgne, qui, comme Olivier Duhamel, qui étaient les deux piliers, les deux think tanks qui ont permis à Emmanuel Macron d'être élu. Laurent Bigorgne avait essayé d'agresser sa belle-sœur en mettant de la drogue dans une coupe d'alcool. Voilà un petit peu le joli monde
de cette réinformation. Et puis je voudrais revenir sur un tweet de Julien Pain qui, à mon avis, est celui qui l'a le plus discrédité. C'est son attaque contre Alexandra Orion-Caude. Albin Michel édite le livre d'Alexandra Orion-Caude, rempli d'intox sur le Covid. Et quand on leur demande pourquoi, ils évoquent le même argument que le libraire d'extrême droite que j'ai interviewé, la liberté d'expression. Vous imaginez, Julien Pain est le journaliste qui dénonce la liberté d'expression. Il se présente donc comme un commissaire politique de la vérité officielle. Hallucinant. Et puis, dans le début de son tweet, il explique que le livre d'Alexandra Orion-Caude est rempli d'intox. Rempli d'intox, le livre Les apprentis sorciers d'Alexandra Orion-Caude. Lorsque j'avais mené l'enquête, suite à son tweet, j'avais trouvé de nombreux sites qui parlaient de ce que disait Orion-Caude. Moi, j'avais aussi également lu le livre. Eh bien, si vous avez vu ma vidéo sur Pesquet et Orion-Caude, vous savez que Gérard Kierzek avait demandé à des spécialistes qui n'ont pas trouvé d'intox. Il y avait 2 ou 3 sujets qui ne faisaient pas consensus. Il y avait donc débat. Julien Pain n'hésite pas à désinformer les téléspectateurs. Et son reportage sur Alexandra Orion-Caude est un modèle de stalinisme du journaliste. Et puis il faut revenir sur l'interview qui avait fait rire toute la profession, Julien Pain interviewant Klaus Schwab au World Economic Forum. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais vu un journaliste lécher la poussière comme Julien Pain, en tout cas les souliers de Klaus Schwab. Il transforme Klaus Schwab en victime des complotistes. Jamais il n'aborde le livre qu'a écrit Klaus Schwab, La Grande Réinitialisation, où il y avait quand même des choses assez étonnantes. Non, Klaus Schwab était une victime des complotistes. Le World Economic Forum ne dérange pas non plus Julien Pain. Vous avez des grands chefs d'entreprise, des sommités mondiales qui se réunissent et qui prennent des décisions contre les peuples. Ça, Julien Pain, qui est contre la liberté d'expression, bien sûr, il trouve cela tout à fait normal. Un reportage hallucinant, vous dis-je. Et puis Julien Pain avait, comme tous ses petits camarades fact-checkers, attaqué systématiquement tous les médecins qui s'élevaient contre le Big Pharma. Il y a une très belle caricature dans France Soir, Louis Fouché devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Messieurs, j'aurais tant voulu avoir tort. Oui, on aurait aimé avoir tort vu le nombre de drames que nous sommes en train de comptabiliser. Si en effet les vaccins avaient pu être sûrs et efficaces, comme l'affirmait Aurélien Rousseau, mais dès le début, les médecins étaient avertis par cette lettre aux professionnels de santé. Il était indiqué que dans les 14 jours, le pchout pouvait occasionner des péricardites et des myocardites. Alors, il est noté dans le document que c'était extrêmement rare, mais est-ce qu'on est vraiment sûr de cette rareté lorsque la presse nous explique qu'il y a énormément de nouvelles causes d'AVC et accidents cardiaques? Faire ses lacets, le Covid long, faire du sport, boire de l'eau trop froide, prendre une douche également, le réchauffement climatique et maintenant les médicaments anti-rhume. Mais pour le pchout, malgré les preuves, les drames et les aveux récents de Pfizer, rien, pas un mot, censure et omerta. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Florian Philippot, alors bon anniversaire Florian. Mais revenons à notre sujet principal, il y aurait des médicaments anti-rhume qui engendreraient des AVC. D'où cela vient cette information? L'agence du médicament alerte sur l'utilisation de traitements pour soulager un rhume. La prise de Dolirum, Humex, Rhume ou encore Actifed jour et nuit peut causer, dans des cas rares, des infarctus ou des AVC. Pour éviter tout risque, médecins et pharmaciens recommandent d'éviter la prise de ces traitements dits vasoconstricteurs et de revenir à des méthodes naturelles. Ce qui fait évidemment beaucoup rire Vérité France ou Ken Keneki. Pour soulager un rhume, les médecins recommandent de revenir à des méthodes naturelles. C'est du charlatanisme, de l'antiscience. Au secours, les no fact made. Oui, un peu d'ironie. J'ai posé la question à un médecin en lui demandant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le médecin m'a répondu, eh bien en effet, cela peut occasionner dans des cas très rares des infarctus, comme le dit l'Agence nationale du médicament, mais surtout lorsqu'il y a surdosage. En effet, les médicaments ne sont pas des bonbons, on ne doit pas surdoser. Mais là, tout le monde le sait. Pourquoi l'Agence nationale de sécurité du médicament se met à présenter de telles mises en garde? Est-ce qu'il y aurait une mauvaise conscience?
Je vous laisse seul juge. Nous allons maintenant passer à la page internationale et le Washington Post balance une information que nous connaissions dans ces entretiens, nous l'avions déjà donnée, mais nous étions qualifiés de complotistes. Et bien là, c'est Washington Post. La voiture dans laquelle cette femme de 29 ans, Dugina, est morte avait été piégée par une bombe venue d'Ukraine, passée un mois plus tôt par la frontière dissimulée dans une boîte pour transporter les chats d'une mère et sa fille de 12 ans, selon des sources anonymes citées par le Washington Post. Cette femme avait ensuite loué un appartement près du domicile d'Alexandre Dugin, la cible, mais ce dernier était monté dans une voiture différente le jour de l'explosion. Les services secrets ukrainiens entraînés, équipés et conseillés par la CIA. Accusée par Moscou, l'Ukraine avait démenti toute implication dans cette attaque qui avait suscité un choc en Russie. Mais l'implication ukrainienne avait déjà fuité par des sources américaines citées par le New York Times en octobre 2022. Mais LCU n'était pas d'accord. Kiev a mené ses opérations d'assassinat ciblées à plusieurs reprises, souligne le Washington Post, citant des sources ukrainiennes et américaines. C'est-à-dire que le Washington Post révèle que les services secrets ukrainiens assassinent des journalistes russes. Et c'est ce pays qui est présenté comme un modèle, l'Ukraine, et on continue de le soutenir, de le financer. Macron est-il complice donc de ce genre d'actes? Et cela va même beaucoup plus loin parce que la CIA s'inquiète. Le Washington Post démasque les liens entre la CIA et l'Ukraine. Bon, on le savait, la CIA a beaucoup investi dans les services secrets ukrainiens. Ceux-ci ont tué des douzaines d'opposants à Zelensky depuis 20 mois, au Donbass et en Russie. Mais c'est surtout l'information principale. La CIA craint qu'il n'en tue dans des pays tiers. Vous comprenez ce que cela signifie. Si le Washington Post balance ce genre d'informations, c'est que ce qu'on appelle les colombes, ceux qui militent pour la paix, sont en train de prendre le dessus sur les faucons. Et cela se traduit par du financement, comme nous le rappelle Xavier. Eh bien, en octobre, le financement est passé à 0,20. Voilà, l'aide militaire américaine est en train de s'effondrer. C'est QFD. Nous allons maintenant passer à l'autre conflit entre Israël et l'organisation terroriste Hamas. Alors, les choses vont plutôt dans le bon sens. C'est ce que nous affirme Georges Malbruno. Dans la crise des otages, donc retenue par l'organisation terroriste Hamas, on voit se mettre en place un schéma à 4-5 intervenants. Les US font passer des messages d'attentisme à Israël. N'attaquez pas. Les US répercutent leur réponse au Qatar, qui les fait passer à la branche politique du Hamas, à Doha, laquelle les transmet aux militants à Gaza. Et nous avons donc vu une forme de réussite de ces négociations, puisque nous avons eu des libérations de 2 otages, notamment de vieilles dames, qui ont été libérées par le Hamas. En échange de libération, Israël est appelé à freiner son offensive terrestre, donc, et probablement à permettre davantage d'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Cela peut marcher un temps. Face à la mobilisation de la communauté internationale et des opinions mondiales, les Américains sont en train de changer leur position vis-à-vis d'Israël. Et nous avons en effet une tribune de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Dans sa réponse au Hamas, Israël doit éviter la mort et la souffrance de la population civile, exhorte Barack Obama. Même si nous soutenons Israël, nous devons également être clairs sur le fait que la manière dont Israël mène sa lutte contre le Hamas est importante, affirme Barack Obama dans une tribune intitulée « Pensée sur Israël et Gaza », publié sur la plateforme Medium lundi. Après avoir clairement énoncé son soutien et sa solidarité envers le peuple israélien, après l'horrible attaque menée par le Hamas et rappelé le droit de l'État hébreu à défendre ses citoyens face à une telle violence gratuite, Barack Obama appelle Israël à respecter le droit international. Le respect de ces valeurs est vital à la fois pour construire des alliances et convaincre l'opinion internationale, autant d'éléments essentiels pour la sécurité à long terme d'Israël, relève le démocrate. Pour beaucoup, Barack Obama est le véritable mentor de Joe Biden et c'est quand même assez ironique qu'il reprenne les éléments de langage du président russe Vladimir Poutine. Et dans la foulée, Joe Biden affirme qu'un cessez-le-feu à Gaza ne pourra être évoqué qu'après la libération de tous les otages. Le mouvement islamiste palestinien terroriste a libéré lundi 2 femmes des octogénaires du kibboutz Nir Oz pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. C'est ce qu'avait affirmé Georges Malbruno.
Dans ces conditions, l'honnête homme, celui qui fait de la réinformation, est obligé de regarder la réalité en face. Il est obligé de voir ce genre de choses insupportables. Les résistants des insoumis. Mahmoud al-Zahar, commandant du Hamas, la planète entière sera sous notre loi. Il n'y aura plus de juifs ni de traîtres chrétiens. Ce n'est pas un élément de propagande puisqu'il le clame. Et vous avez de très nombreuses vidéos des supporters même des Palestiniens qui nous présentent cela de manière tout à fait naturelle. Mais de l'autre côté, nous sommes obligés de regarder cela. Conflit Hamas-Israël, la situation à Gaza est désormais catastrophique, alerte 5 agences de l'ONU. Et c'est pour cette raison que la communauté internationale semble à peu près sur la même longueur d'onde. Oui, Israël a le droit de se défendre et de lutter contre les terroristes du Hamas. J'ai même vu le président chinois expliquer à Israël, oui, vous avez le droit de vous défendre, bien évidemment. Mais de l'autre côté, il faut respecter le droit international des populations civiles. Sinon, Israël perdra le capital sympathie comme l'a expliqué même Barack Obama. C'est assez extraordinaire parce que les choses évoluent, on espère, dans le bon sens. Et puis, il y a malgré tout un risque terrible qui plane sur le Moyen-Orient. Oui, un risque terrible. C'est Emmanuel Macron qui se rend. Et vous savez qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il voyage à l'étranger, il est un peu comme Clouseau, il est monsieur catastrophe. Donc, méfiance, méfiance donc. Et puis, je crois que beaucoup de Français sont nostalgiques de cette période. Je l'ai lu un petit peu partout et c'est Mike qui nous dit « Est-ce un film comme Rabbi Jacob qu'on a pu revoir pour la millième fois avec un immense plaisir aurait pu être tourné et sortir dans les cinémas aujourd'hui en 2023 dans une France totalement divisée, communautarisée au possible où la haine de l'autre est érigée en principe. Bonjour Mélenchon. Permettez-moi d'en douter, j'ai peur que tout cela finisse mal. Bon. Eh bien, qu'on retrouve cet esprit de Rabbi Jacob. C'est un de mes films préférés avec, comment dirais-je, Louis de Funès. Quand Louis de Funès, oui, avec ses petits cruels, là, c'était quelque chose d'assez hallucinant. Je m'en souviens encore, la cuve de chewing-gum et compagnie. Un film merveilleux. Voilà, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.